tous et bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine en français sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. La Chine va produire 60 millions de doses du vaccin russe Sputnik 5. Moscou cherche à diversifier les sources de production de son vaccin. Beijing adopte une réforme radicale du système électoral à Hong Kong. L'objectif est clair, assurer la stabilité de la région en nommant des patriotes au pouvoir. Un événement commémorant les 100 ans d'échanges universitaires franco-chinois s'est tenu à Beijing. Une centaine d'étudiants et universitaires se sont rassemblés dans la capitale chinoise. La Banque mondiale approuve un prêt de 400 millions de dollars pour la sécurité des aliments en Chine. Le projet devrait soutenir les fermes, les coopératives et les PME. SF Holding étend ses activités à l'étranger. L'entreprise chinoise de logistique et livraison a réalisé un chiffre d'affaires de 915 millions de dollars en 2020. Le Jiangsu FC est évincé du championnat de football chinois. Le club basé à Nankin avait annoncé la fin de ses activités en février dernier. Et on commence ce journal avec le vaccin Sputnik 5. La Chine a décidé de produire 60 millions de doses du vaccin russe. Il sera fabriqué par la firme pharmaceutique Shenzhen Yuanxin Genentech, un moyen pour Moscou de diversifier les sources de production de son vaccin alors que le pays peine à vacciner sa population pour le moment. La Russie et la Chine se serrent les coudes dans cette crise sanitaire. Pour preuve, le vaccin russe Sputnik 5 contre le Covid-19 va être fabriqué par la firme pharmaceutique chinoise Shenzhen Yuanxin Genentech. Selon les dernières annonces faites lundi, c'est le fonds souverain russe qui a financé son développement. Environ 60 millions de doses vont être fabriquées pour vacciner 30 millions de personnes. Une bonne nouvelle donc pour la Russie qui peine pour le moment à vacciner sa population. Ainsi, le pays de Vladimir Poutine cherche à diversifier les sources de production à l'image de cet accord avec la Chine. Mais l'Inde est aussi un bon partenaire puisque des contrats avec plusieurs groupes pharmaceutiques pour un montant de 700 millions de doses ont été signés. Pour l'heure, Sputnik 5 est autorisé dans 57 pays, mais pas encore en Chine. De son côté, l'Agence européenne du médicament a récemment déconseillé son utilisation en urgence, mais se penche sur une éventuelle autorisation dans les prochaines semaines. À l'image de la Russie, la Chine continue d'exporter ses vaccins. Lundi, le président uruguayen Luis Lacalle Pou a reçu sa première dose de Sinovac. Dans le même temps, un premier lot de vaccins anti-Covid-19 chinois est arrivé en Ouzbékistan, signe que la Chine s'affirme comme le premier producteur et exportateur dans le monde. Les exportations de vaccins chinois continuent dans le monde entier. Lundi, le président uruguayen Luis Lacalle Pou a reçu sa première dose de Sinovac. S'adressant aux journalistes après avoir reçu son injection à l'hôpital public de Montevideo, Luis Lacalle Pou a salué le professionnalisme, l'humanisme et la disposition des équipes techniques et médicales qui sont en première ligne pour vacciner. La campagne de vaccination qui a débuté le 1er mars vise les personnes âgées de 50 à 70 ans et celles de plus de 80 ans, ainsi que les professionnels de la santé, ceux de l'éducation et les membres des forces de sécurité. Pour la semaine sainte qui a débuté lundi et durera jusqu'à samedi, tous les citoyens de plus de 18 ans sont autorisés à se faire vacciner. Luis Lacalle Pou a reconnu que l'Uruguay était en train de traverser une période difficile, l'augmentation des cas de Covid-19 mettant sous pression la dernière barrière, à savoir les unités de soins intensifs. Jusqu'ici, l'Uruguay a vacciné plus de 530 000 personnes, soit près de 15% de sa population. Pour rappel, le bilan de la pandémie s'est élevé à 99 584 injections et à 928 décès depuis son apparition il y a plus d'un an. Concomitamment, un premier lot de vaccins anti-Covid-19 chinois est arrivé samedi en Ouzbékistan. La Chine et l'Ouzbékistan se sont mutuellement aidés pour surmonter ensemble la pandémie de coronavirus. C'est ce qu'a déclaré l'ambassadrice de Chine en Ouzbékistan, Jian Yan, lors d'une cérémonie organisée pour recevoir les vaccins. L'Ouzbékistan a commencé les essais de phase 3 du vaccin développé par une société chinoise depuis décembre de l'année dernière. Au début de ce mois, l'Ouzbékistan l'a validé pour une utilisation d'urgence et lui a accordé une autorisation de mise sur le marché. L'Ouzbékistan fait confiance à ce vaccin, ce qui est également une bonne preuve du niveau de confiance et des relations. La Chine et l'Ouzbékistan continueront de coopérer pour surmonter toutes les conséquences de la pandémie, a déclaré l'ambassadrice. De son côté, Abdou Hakim
Kadjibayev, le ministre ouzbek de la Santé, a souligné que ce vaccin avait été testé par plus de 7000 citoyens ouzbeks depuis décembre de l'année dernière et qu'aucun effet secondaire grave n'avait été signalé. Dans un proche avenir, ces vaccins seront livrés dans toutes les régions du pays où plus de 3000 points de vaccination ont été organisés, a-t-il annoncé. L'Ouzbékistan prévoyait de commencer la vaccination de masse avec le vaccin AstraZeneca à partir du 1er avril, mais en raison des 3 jours de vacances de printemps de la fête Navrouz, elle a été reportée au 5 avril. Et pour clôturer cette page Covid, la Chine envisage de construire un centre majeur au niveau national axé sur l'utilisation de la médecine traditionnelle chinoise. Selon l'organe suprême de planification économique du pays, le centre devrait renforcer la capacité du pays en matière de réponse rapide, de prévention, de contrôle et de traitement face aux maladies infectieuses nouvelles ou émergentes. Et depuis plusieurs semaines, la question de l'indépendance de Taïwan cristallise les tensions entre les États-Unis et la Chine. Lundi, à l'occasion d'un point presse, Zhao Lijian demande au pays de Joe Biden de traiter la question de Taïwan avec prudence. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a réaffirmé le principe d'une seule Chine. La Chine exhorte les États-Unis à ne pas tenter de dépasser la ligne rouge de la Chine et à traiter avec prudence les dossiers liés à la question de Taïwan. C'est ce qu'a déclaré lundi un porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Le porte-parole Zhao Lijian a fait ses remarques lors d'un point presse en réponse à une question sur l'ambassadeur des États-Unis au Palaos, qui a rejoint la délégation du président des Palaos lors de sa visite à Taïwan. Le principe d'une seule Chine est une norme largement reconnue dans les relations internationales et un consensus universel reconnu, accepté et pratiqué par la grande majorité des pays à travers le monde, a indiqué Zhao Lijian, ajoutant que le respect du principe d'une seule Chine était la volonté commune et la tendance dominante. La question de Taïwan est la question la plus importante et la plus sensible entre la Chine et les États-Unis, a déclaré le porte-parole, qualifiant le principe d'une seule Chine de fondement politique des relations sino-américaines. Il a noté que la Chine s'opposait fermement aux échanges officiels sous quelque forme que ce soit entre les États-Unis et Taïwan, ce qui est une position cohérente et claire. La Chine exhorte les États-Unis à reconnaître pleinement la grande sensibilité de la question de Taïwan et à respecter le principe d'une seule Chine et les 3 communiqués conjoints sino-américains, a déclaré Zhao Lijian, appelant les États-Unis à cesser les échanges officiels avec Taïwan et à ne pas envoyer de mauvais signaux aux forces séparatistes recherchant l'indépendance de Taïwan. La Chine exhorte également les États-Unis à traiter correctement les dossiers liés à la question de Taïwan afin d'éviter de causer de graves dommages aux relations sino-américaines, à la paix et à la stabilité dans le détroit de Taïwan, a-t-il conclu. La question liée à Hong Kong est aussi au cœur des débats en Chine. Dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, la réforme du système électoral a été adoptée. Pour assurer la stabilité et la prospérité durable dans la région, la Chine souhaite nommer des patriotes au pouvoir, un moyen de remettre la main sur une ville sujette à des crises politiques ces derniers mois. La Chine adopte une réforme radicale du système électoral à Hong Kong. Les législateurs chinois ont voté mardi à l'unanimité l'adoption des annexes 1 et 2 modifiées de la loi fondamentale de la région administrative spéciale de Hong Kong. Les 2 annexes concernent respectivement la méthode de sélection du chef de l'exécutif de la région et la méthode de formation du conseil législatif et ses procédures de vote. Cette disposition réduit notamment le nombre de députés élus au suffrage universel direct. La nouvelle loi prévoit que le LegCo passe de 70 à 80 membres. Seuls 20 sièges, soit 22% du total, seront désormais attribués au suffrage universel direct. Jusqu'à présent, 35 sièges, soit la moitié du total, l'étaient ainsi, et 40 sièges seront attribués par un comité de personnalités pro-Pékin. Les 30 derniers sièges seront désignés par des groupes sociaux professionnels. La décision devrait entraîner une marginalisation de l'opposition dans le territoire semi-autonome après l'immense mouvement de contestation de 2019. La politisation excessive de la société et le clivage interne qui a déchiré Hong Kong vont pouvoir être atténués, s'est félicité le chef de l'exécutif local Carine Lam. En outre, quiconque se présente aux élections devra avoir au préalable été approuvé par un comité de contrôle créé par les autorités hongkongaises. Cette réforme a été votée il y a environ 2 semaines à l'unanimité des 167 membres du comité permanent du Parlement chinois. Plusieurs capitales occidentales avaient fait part de leur inquiétude. Londres a ainsi reproché à Pékin de renier la déclaration sino-britannique qui avait présidé à la rétrocession.
À Beijing, cette fois, un événement commémorant les 100 ans d'échanges universitaires franco-chinois s'est tenu dans la capitale chinoise. La fondation de l'université franco-chinoise de l'Institut franco-chinois de Lyon ont notamment été célébrés par une centaine d'étudiants. Les détails de ce rassemblement dans ce sujet. Un événement commémorant les 100 ans d'échanges universitaires franco-chinois s'est tenu vendredi à Pékin, passant en revue l'histoire du mouvement Travail-Études et la fondation de l'université franco-chinoise et de l'Institut franco-chinois de Lyon. La version française de l'ouvrage L'université franco-chinoise dans l'histoire a été officiellement lancée lors de l'événement. Cette activité commémorative était organisée dans le cadre du programme 100 ans d'échanges universitaires entre la Chine et la France, mis en place par le service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France en Chine, dans le but de promouvoir et de commémorer la coopération entre les deux pays en matière d'éducation au cours des 100 dernières années. Michael Auchan, ministre conseiller pour les affaires culturelles, éducatives et scientifiques de l'ambassade de France en Chine, a participé à cet événement et a prononcé un discours. Selon Duanmu Mei, chercheuse à l'Institut d'histoire du monde de l'Académie chinoise des sciences sociales et co-auteur de l'université franco-chinoise dans l'histoire, les deux établissements éducatifs à Pékin et à Lyon ont formé un grand nombre de talents chinois dans divers domaines, promu la coopération franco-chinoise dans l'enseignement et contribué à la communication entre les cultures chinoises et occidentales. Aujourd'hui, la coopération éducative entre les deux pays est également renforcée par le développement des instituts franco-chinois dans les universités chinoises. C'est ce qu'a déclaré Jean-François Vergniaud, directeur de l'Institut franco-chinois de l'université Renmin de Chine. Selon l'administration nationale de l'immigration, plus de 7000 personnes ont été arrêtées pour passage illégal de la frontière depuis la fin 2020, soit une augmentation de 326% en un an. Cette campagne d'arrestation massive a été rendue possible par un ciblage des réseaux criminels et des organisateurs clandestins. Une enquête rondement menée et félicitée par les autorités. Un total de 7194 personnes ont été arrêtées pour avoir franchi illégalement la frontière depuis la fin de 2020, soit une augmentation de 326% en un an, a déclaré lundi l'administration nationale de l'immigration. Des enquêtes ont été menées dans 2514 affaires pénales impliquant des actions mettant en péril la sécurité aux frontières, avec plus de 6200 arrestations à travers le pays depuis que le ministère de la Santé publique a lancé une campagne à la fin de l'année dernière. Ciblant les réseaux criminels et les organisations clandestines, la police et les autorités frontalières chinoises ont démantelé 93 groupes perturbant la sécurité aux frontières, ainsi que 25 lieux servant de stations de transit, saisissant 412 véhicules. Des efforts ont également été déployés pour améliorer l'efficacité de ce travail, notamment le lancement de mesures conjointes d'application de la loi et l'amélioration du partage d'informations. Selon un responsable de l'administration, la police chinoise et les autorités frontalières renforceront encore la répression des crimes liés au contrôle des frontières, préviendront résolument les cas importés de Covid-19 dus au passage illégal de la frontière et garantiront la sécurité nationale et la stabilité sociale. Dans le même temps, environ 149 000 personnes impliquées dans des crimes organisés ou liés aux gangs ont été arrêtées, tandis que 230 000 de ces personnes sont poursuivies en Chine depuis 2018, a déclaré lundi le parquet populaire suprême. Pour s'assurer que toutes les arrestations et les accusations soient suffisamment étayées par des preuves et pour éviter des condamnations injustifiées, les départements du parquet ont désapprouvé les arrestations de 11 237 personnes et retiré les accusations de 2 814 personnes après avoir examiné les preuves au cours de cette période. Depuis que la Chine a entamé une tâche spéciale de lutte contre le crime organisé au début de 2018, les départements du parquet de tout le pays ont ciblé ces activités illégales dans l'emploi, l'immobilier, la médecine et le transport, ainsi que d'autres secteurs qui concernent le public. Structures publiques afin d'améliorer la qualité de l'eau et la gestion des déchets. Des contrôles préventifs basés sur les risques pour maintenir un environnement alimentaire sûr de la fourche à la bouche seront également effectués dans le cadre du projet. Ce même projet soutiendra environ 7500 fermes familiales, coopératives, petites et moyennes entreprises et opérations de grande envergure dans le secteur agricole et alimentaire. Il améliorera enfin la gestion des risques liés à la sécurité des aliments et aidera à lancer des entreprises durables.
Elle a réalisé l'année dernière un chiffre d'affaires de 915 millions de dollars en consolidant ses activités en Europe et en Asie du Sud-Est. SF Airlines, filiale de SF Holding, étend ses activités à l'étranger. En effet, l'année dernière, l'entreprise exploitait 2110 lignes de fret et 3743 vols quotidiens en moyenne, des chiffres colossaux pour ce groupe coté à la bourse de Shenzhen. SF Holding Co., cotée à la bourse de Shenzhen, l'une des plus grandes entreprises chinoises de messagerie en volume de colis livrés et en chiffre d'affaires, est en train d'intensifier son expansion à l'étranger. SF Holding, qui possède une flotte de 64 avions, se dit prêt à rejoindre la ligue des géants de logistique mondiale tels que FedEx, UPS et DHL. Les réseaux de vols internationaux sont la compétence fondamentale de SF Holding, qui recherche à fournir des services de messagerie internationaux. Selon le dernier rapport sur les bénéfices de la société, le chiffre d'affaires 2020 de la société provenant des opérations internationales s'est élevé à 5,97 milliards de yuan, soit environ 915 millions de dollars, en hausse de 110%, ce qui en fait le segment d'activité le plus croissant. En consolidant ses activités en Europe et en Asie du Sud-Est, SF Airlines, filiale de SF Holding, a fait une percée dans la capacité régionale en Amérique du Nord en novembre. À la fin de 2020, les activités internationales de messagerie et de messagerie économique de SF Holding couvraient 78 pays et régions, dont les États-Unis, le Canada, la Russie, le Japon, la Corée du Sud ou encore l'Inde. Ces activités internationales dédiées aux petits colis couvraient 225 pays et régions. L'entreprise dispose d'environ 390 000 employés pour la livraison sous différentes formes d'activités. À la fin de l'année dernière, SF Holding exploitait 2110 lignes de fret en tout et 3743 vols quotidiens en moyenne l'an dernier. Le volume total de fret aérien qu'il a traité était d'environ 1,67 million de tonnes, dont 848 900 tonnes traitées par les avions tout cargo, en hausse de près de 47% d'une année sur l'autre selon son rapport financier. SF Holding n'a cessé de lancer de nouvelles lignes pour améliorer encore ses réseaux internationaux de route. L'aéroport d'Enzhou Huahu, dans la province du Hubei, un aéroport dédié que SF Holding construit avec le gouvernement provincial, deviendra le premier hub cargo du fret en Chine. L'installation, qui devrait être mise en service d'ici la fin de cette année ou au début de l'année prochaine, fonctionnera comme une plaque tournante internationale du fret aérien et un aéroport passerelle pour le commerce aérien entre la Chine et les autres pays. En attendant, SF Holding a fait une offre pour payer 17,55 milliards de dollars Hong Kong en espèces pour acquérir une participation de 51,9% dans Kerry Logistic Network, qui est coté à la bourse de Hong Kong, selon un communiqué publié en février. En février dernier, le Jiangsu FC a annoncé la fin de ses activités. Le club basé à Nankin est désormais évincé du championnat de football chinois. Le champion en titre est en proie à de graves problèmes financiers. Détenus par le groupe Suning, ils ont échoué à trouver de nouveaux investisseurs pour reprendre le club. La Fédération chinoise de football a tranché. Elle a annoncé lundi l'éviction de la CSL, le championnat national du Jiangsu FC, sacré champion en novembre pour la première fois de son histoire et en proie à de graves difficultés financières. Le club basé à Nankin avait annoncé fin février la fin de ses activités. En mars, il s'était retiré de la Ligue des champions asiatiques. En difficulté financière, le conglomérat Suning, propriétaire du club mais aussi de l'Inter de Milan en Italie, a échoué à trouver de nouveaux investisseurs pour reprendre le club. L'expulsion du Jiangsu du championnat de Chine s'est accompagnée lundi de 5 autres évictions visant des clubs professionnels de 2e et 3e division. Ces décisions de la fédération illustrent la fragilité financière du club chinois, dont les clubs phares se sont distingués il y a quelques années pour des dépenses faramineuses pour recruter les Brésiliens Oscar, Hulk ou encore Paulinho. C'est la fin de notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur la petite cloche en bas à droite de notre vidéo pour ne rien rater des dernières vidéos de Mandarin TV. Très belle journée ou très belle soirée sur Mandarin TV.